Nous sommes dans le golfe d'Alaska. Au pied de cette montagne, le village de Whittier, une communauté de 200 personnes environ qui vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Chaque week-end, près d'1 millier de personnes viennent observer cet endroit magique. Une réserve naturelle. Ici, ce sont des loutres, autrefois chassées pour leur fourrure. C'est aujourd'hui une espèce en danger. Un peu plus loin dans le fjord, nous croisons des masses sombres. Ce sont des phoques, endormis dans la glace. Nous ne pourrons pas les approcher, la glace est trop dense. Plus loin encore, nous apercevons des élans. Tout au long de notre voyage, nous allons rencontrer des dizaines d'espèces d'animaux et autant d'oiseaux. Ici, c'est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore. Dans ce fjord, on se sent très vite au bout du monde. D'ailleurs, quand on évoque l'Alaska, on parle de la dernière frontière. Mais ce paradis est bel et bien menacé. En 1959, l'Alaska est devenu le 49e État d'Amérique. C'est le plus grand des États-Unis, 3 fois la taille de la France, avec 100 fois moins d'habitants, soit 650 000 personnes environ. L'Alaska concentre la moitié des glaciers de la planète. Il y en aurait actuellement près de 100 000 recensés. Ici, le plus grand est d'une superficie équivalente à un pays comme la Suisse. Leur forme les rend très sensibles au réchauffement du climat. En 50 ans, la température moyenne dans la région a augmenté de 2 degrés environ. Quelques degrés de plus et le paysage est bouleversé. Témoin, Bill Stevenson. Il vit depuis toujours près de ce glacier, une zone qu'il a vu évoluer de jour en jour. Quand j'étais enfant, en 1964, le glacier était ici. Il a reculé de 300 mètres et 100 mètres de plus, ce qui fait à peu près 400 mètres. Le réchauffement climatique est bien réel, croyez-moi. Voici l'une des conséquences les plus spectaculaires du réchauffement climatique. Bill Stevenson a vu ces blocs de glace s'effondrer. Chaque année, 15 km3 de glace se détachent des falaises. Certains glaciers ont reculé de près de 600 mètres. Et ce n'est pas tout. Des villages entiers sont également fragilisés par la hausse des températures. Là aussi, les images sont spectaculaires. Elles ont été prises sur l'île de Chichmaref. Chichmaref, c'est notre première étape. L'île est située au nord-ouest de l'Alaska. Pour s'y rendre, un seul moyen, l'avion. Ici, nous approchons du cercle polaire. Après 1 heure de vol, nous apercevons Chichmaref. Avec ces images aériennes, il est difficile d'imaginer que ce village est une île de 5 km de long. Après 8 mois d'hiver, à moins 20 degrés, la mer est toujours prise par les glaces et la neige. Chichmaref est coincé dans la banquise.
Dès le printemps, la physionomie est différente. À droite, c'est le détroit de Bering. À gauche, le lagon. En bas, tous les bateaux sont bloqués. Ici, on vit au ralenti. Chichmaref est comme coupé du monde. Un mois avant notre arrivée, c'était encore la nuit polaire. Une nuit quasi continue. Nous sommes en mai, c'est le printemps. Le village sort à peine de la torpeur de l'hiver. Les habitants profitent des premiers rayons de soleil. Désormais, jusqu'au mois de septembre, il ne se couchera plus. 2 heures de pénombre à peine entre 3 et 5 heures du matin. Il faut s'habituer à ce nouveau rythme. À Chichmaref, il y a une trentaine de familles, 600 personnes environ, qui vivent de la pêche, de la chasse et de l'artisanat. Un artisanat bien présent. Ici, pour réaliser ces statuettes, on utilise les produits de la chasse ou de la pêche. Des vertèbres de baleines ou des défenses de morses. Une tradition qui remonte à près de 4000 ans. Chichmaref est une communauté inupiaq qui appartient à la grande famille des Esquimaux. Depuis 1959, ils sont tous américains. Mais ils ne semblent pas avoir adopté le mode de vie de leurs concitoyens. Ici, il n'y a pas d'eau courante. Un seul point d'eau potable pour tout le village. Régulièrement, chaque famille vient s'approvisionner à cette pompe. Toutes les semaines, je viens chercher de l'eau ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'eau courante. Il faut venir la chercher à la laverie. Pour nous, c'est le meilleur moyen d'avoir de l'eau. €1 les 15 litres d'eau potable. Pour la douche ou la vaisselle, les Esquimaux utilisent de la glace fondue. En ville, il y a juste 2 grands magasins, une poste, un dispensaire, une église luthérienne et une école. Pas de bar, pas de restaurant, ni de cinéma. On est loin de la société de consommation. Et pourtant, cette île du bout du monde est bien américaine. Depuis près d'un demi-siècle. Au fond du village, nous rencontrons Fred Waiwana. Il a 23 ans. Il n'a jamais quitté Chichmaref. Ce matin, il est un peu en colère. Son motoneige en panne, sa journée est compromise. Car ici, il n'y a pas de garagiste. Il faut se débrouiller seul. Avec votre motoneige, vous faites tout? Pendant l'hiver, nous allons chasser. Nous faisons des balades dans la plaine. Et là, j'essaye de réparer mon engin pour aller chasser le canard. Sans motoneige, que pouvez-vous faire? Pas grand-chose, vous savez. Je reste à la maison ou je bricole autour. En principe, je joue au ballon, mais là, c'est le début de l'été et le gymnase est fermé. Comme d'habitude, Fred a réussi à réparer seul son motoneige. Ce matin, il nous emmène dans l'un de ses coins préférés. Nous sommes sur le lagon, qui la plus grande partie de l'année est gelé. Ici, les motoneiges ont remplacé les traîneaux à chiens. Autrefois, il était possible de parcourir une trentaine de kilomètres sur cette banquise. Fred
préfère s'arrêter après 15 km. Au-delà, il le sait, la glace n'est plus assez épaisse pour supporter le poids de son engin. Et aujourd'hui, il ne chasse pas le canard, il pêche. Sa sœur Émilie l'accompagne. Tous les deux connaissent parfaitement la banquise et ses pièges. Ici, la couche de glace est de plus en plus mince. Les temps changent, la météo surtout. Là, la glace fait à peu près 20 cm d'épaisseur. Toute cette glace que nous avons ici derrière nous, la banquise, toute cette glace doit normalement rester gelée. Mais cet hiver, certains endroits ont dégelé. Et ça, c'est vraiment pas normal. Ce n'est pas bon. Ça doit rester solide toute l'année, vous savez. Aujourd'hui, Émilie et Fred sont plus prudents. Les premiers effets du réchauffement climatique, ils les observent en venant pêcher dans cet endroit qu'ils fréquentent depuis leur plus tendre enfance. C'est sous la glace que Fred a observé les premiers changements. À mon sens, l'un des effets du changement climatique est l'augmentation du nombre de poissons. L'été dernier, nous avons attrapé des espèces qu'on ne pêchait jamais ici auparavant. Ça change maintenant chaque année. Le temps est différent de ce que nous avons normalement. À mon avis, le monde est engagé dans un drôle de processus. Avant, nous étions dans une période froide. Et maintenant, ça devient de plus en plus chaud. Retour au village. En moins d'une heure, Fred a pris une 50aine de poissons. Un poisson qu'il fera sécher pendant 1 an avant d'être consommé par toute sa famille. Le poisson séché n'est pas le seul plat typique. Il y a aussi ces morceaux de baleine. Un plat traditionnel chez les Esquimaux. Sous le même toit, 3 générations cohabitent, soit 7 personnes. Une petite famille. Ardit est la chef de famille. C'est elle qui veille sur toute sa petite tribu. Et en ce moment, ce qui l'inquiète le plus, c'est ce climat qui se dérègle. Au moment du dégel, elle suit sur Internet l'évolution de la banquise. Chaque matin dans la maison, elle affiche la carte satellite qui donne la position de la glace. La masse sombre, c'est l'eau libre. En clair, c'est la glace, la banquise. C'est très inhabituel de voir l'eau comme ça. Nous pensons que c'est à cause du réchauffement climatique. Ce n'est pas normal que la glace fonde si tôt. Il reste un peu de glace par là. Mais dès que le vent du sud soufflera, ça partira. Ce n'était pas comme ça avant. Il n'y a pas si longtemps, la banquise entourait Chichmaref 8 à 9 mois de l'année.
Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, elle ne reste plus que 5 mois au maximum. Le retrait de la banquise, c'est aussi le territoire de l'ours blanc qui se réduit. Un habitat naturel qui est menacé. Sur une glace disloquée, la chasse est devenue plus difficile pour les grands ours. Alors parfois, ils sont contraints de s'approcher des maisons pour trouver un peu de nourriture. Actuellement, il existe près de 5000 ours polaires en Alaska. Fred se souvient d'une rencontre avec l'ours blanc. Un face-à-face qui a finalement tourné à son avantage. Il garde sa fourrure précieusement. Plus tard, quand la peau sera bien sèche, sa mère en fera des vêtements. C'était vraiment un gros ours. Une nuit, nous étions à la maison et les chiens se sont mis à aboyer dehors. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Je suis rentrée. Les enfants, allez voir dehors, il se passe quelque chose avec les chiens. Alors Fred a décidé de prendre son fusil et d'aller voir de plus près. Il y avait un ours. Il a fait le tour derrière les motoneiges. J'attendais dehors. Oh, un ours polaire. Et il l'a eu. Il s'est enfui au premier coup de feu. Et comme je ne voulais pas qu'il revienne, j'ai tiré 5 fois. Un vieil ours. Dis-leur ce qu'il avait dans le ventre. Il avait une poubelle entière avec le sac. Et quand ma mère lui a ouvert le ventre, on l'a sorti. C'était vraiment une poubelle. Il était affamé. Des ours affamés contraints de chercher leur nourriture près des habitations, de nouvelles espèces de poissons dans le lagon, une banquise qui rétrécit et qui dure moins longtemps. Chichmaref semble perdre le nord. Le niveau de la mer monte chaque année. Il ne descend pas, il ne fait que monter. Pourquoi? À cause du réchauffement climatique. Ça fait monter l'eau. L'eau monte parce que la banquise fond. Toute notre côte est en train de partir dans l'eau. À cause de l'érosion, la côte s'effrite. L'océan, c'est un élément que nous ne pouvons pas contrôler. Impuissant face à cette menace. Ici, on connaît malheureusement trop bien les risques liés à l'érosion. À 1h30 du matin, quelqu'un est venu tambouriner à ma porte. Il faut que vous sortiez de là. Le sol s'effondre sous votre maison. Elle va tomber. Alors j'ai réveillé ma famille. Il faut que l'on bouge, que l'on parte de là. Il faut surtout sauver ce qui est important et laisser le reste. On a réveillé les enfants, on a rassemblé l'essentiel. Un des gars qui nous avait réveillés était venu avec un camion. Avec 8 ou 10 gars, on a formé une chaîne humaine. Et nous avons chargé le camion avec nos affaires les plus importantes. C'était à l'automne 2003. La banquise aurait dû ressembler à ça. Mais les températures trop élevées ont retardé sa formation. En l'absence de glace, le vent a soulevé la houle.
C'est un villageois qui filme. C'est une tempête comme celle-ci qui a emporté la maison de Raymond. À Chichmarev, ces 20 dernières années, les tempêtes sont devenues plus fréquentes. Ce jour-là, des pans entiers de l'île s'effondrent en bloc. Ces vagues qui frappent les côtes ne sont plus arrêtées par la banquise. Cette banquise qui, en temps normal, est une barrière naturelle contre les vagues violentes. The storm surge really coming up. Yeah, water's really coming up. Nous n'avons pas eu le choix. Quand j'ai perdu la maison, je suis parti et j'ai mis ma famille à l'abri. L'été, parfois, je vois une partie de la maison à côté de l'aéroport. La porte de ma vieille maison est là, enterrée. Quand je passe en voiture, je la vois se faire balayer par les vagues. À chaque fois, je repense à ma maison et je rêve qu'il n'y a pas eu de tempête. Mais je n'y peux rien. J'habite près de la mer et c'est elle qui gouverne nos vies. Elle nous donne la nourriture qu'il nous faut. La mer, c'est comme notre supermarché. Vous savez, quand l'océan est calme et qu'il fait beau, le supermarché est ouvert. On peut sortir et aller chercher la nourriture qu'il nous faut. Mais quand il fait mauvais et qu'il y a la tempête, là, le magasin est fermé. Cette tragédie, Raymond n'est pas le seul à l'avoir vécue. La mer dicte sa loi, pour le meilleur et pour le pire. Dans le village, d'autres maisons en préfabriqué sont tombées. Tout le monde s'en souvient. Tempête d'octobre 1997, puis une autre, en octobre 2001. Aujourd'hui, 10 ou 12 maisons sont encore menacées. Il faut donc se résigner à les déplacer. Face à cet enjeu de taille, un homme de Chichmarev a été désigné pour organiser les déménagements. C'est Tony Waiwana. Il passe ses journées dans ce bureau, situé dans les sous-sols de l'église. À 2 reprises déjà, il a monté des opérations, en coordination avec les autorités fédérales. Pour bien comprendre à quel point l'intervention est délicate, Tony tient à nous montrer un film. Pour être déplacées, les maisons sont soulevées et reposées sur des skis géants. Ensuite seulement, elles sont mises à l'abri, loin des côtes. Un des gars qui travaille là sur la vidéo, c'est un de mes jeunes frères. Toutes ces maisons, ici et là, il a fallu les déplacer. Il y en a eu 18 que nous avons commencé à déplacer en 1998. En 1999, on a déplacé 13 autres maisons. Mais ce ne sont pas les seuls travaux qu'il doit coordonner. Avec le temps, il a constitué une banque de données et de photos. Elle rappelle les crises traversées par le village et les nombreuses tentatives pour limiter les dégâts. Pour éviter que ces vagues n'emportent tout le village, des digues, entre autres, avaient été construites. Mais elles ont toutes fini par céder et sombrer. Des millions de dollars en pure perte. Ils appellent ça l'unreflex, l'anti-reflux. Mais ça n'a pas marché, car ils ne l'ont pas fait assez haut. C'était trop plat, tellement plat que ça ne bloquait pas les vagues, et elles passaient par-dessus.
C'était du sable de la ville, de mauvaise qualité. C'était trop grossier, alors quand les vagues le balayaient, ça s'écroulait, comme ça là, et comme ici aussi. Regardez, ici ça s'est effondré à cause du sable. Ça a été construit entre 1984 et 1986. C'était un projet de 360 mètres devant la ville. C'était joli quand ça a été construit, mais tout est parti. Autant de projets, autant d'échecs. Les autorités ont donc décidé de faire appel à des spécialistes. Tony Waiwana se rend justement à l'aéroport. Il doit retrouver l'un de ses experts, un glaciologue québécois de l'Université d'Alaska. Le temps est compté, le scientifique ne peut rester que 2 jours à Chichmaref. C'est la première fois que Daniel Fortier débarque ici. Il ne connaît Tony Waiwana qu'au téléphone. Pas de temps à perdre, Tony l'emmène directement à la plage. Il veut lui montrer les dégâts causés par les dernières tempêtes. Ici encore, il faut faire preuve d'imagination, car la banquise est toujours omniprésente. C'est ici que ça s'est effondré, hein? C'est à cet endroit. Non, non, c'est pas tout à fait ici. Devant, plutôt. Il y avait la route qui passait là. Jusque-là. La route? Ah oui, c'est ce que j'ai vu sur les photos. Vous voyez le bateau là-bas? C'est là que je jouais au basket quand j'étais petit. Ah, tu jouais au basket sur l'eau, toi? C'est un drôle d'endroit pour jouer au basket. Avant, il y avait une plage d'une trentaine de mètres de large. Alors on pouvait s'amuser. Mais aujourd'hui, avec la montée des eaux, il n'y a plus de plage. Il reste à peine 10 mètres. On voit aussi que les marées sont différentes. Quand j'étais petit, on voyait les marées monter et descendre. Ça allait doucement. Mais maintenant, il n'y a plus de marée. Ça va très vite. OK. Daniel, on a du mal à s'imaginer ici qu'il y a du sable et de l'eau, non? Quand c'est couvert de neige, oui, un peu. Mais effectivement, on voit d'ailleurs les marques d'érosion dans la falaise, un peu partout. Donc, c'est effectivement les vagues qui vont taper dans la falaise à cet endroit-là. Évidemment, l'hiver, c'est un peu plus difficile à s'imaginer tout ça, mais à voir les marques d'érosion, une maison qui s'est effondrée derrière, il n'y a aucun doute qu'il y a un bon niveau d'eau durant l'automne ici. C'est exactement de cet endroit que ces images ont été prises. La maison au bord du précipice, la voici. En fait, cette maison est certainement plus célèbre que la Maison Blanche à Washington. Probablement pas aussi célèbre que la Maison Blanche, mais cette maison est devenue le symbole du réchauffement climatique en Alaska. Elle est tombée en 2004. Depuis, personne ne l'a touchée. Elle a fait les gros titres de certains journaux américains. Daniel entame ses travaux. Il ausculte le sous-sol de l'île. Il cherche à comprendre comment ces maisons basculent si vite dans l'océan. La violence des vagues n'explique pas tout. Le village repose sur du pergélisol. C'est un sol gelé en permanence. Mais avec la hausse des températures, les tempêtes de plus en plus violentes, le pergélisol est fragilisé.
si on a une période sans glace, là, les vagues commencent à venir taper sur nos falaises. Puis plus cette période-là est longue, plus la période d'érosion est longue. Chichmaref est menacé à terme, premièrement parce que c'est petit. C'est très étroit, c'est pas très élevé. Puis, effectivement, ici, il y a une dynamique où la glace disparaît assez rapidement. Donc, à terme, évidemment, oui, c'est menacé. Quand on a des maisons, des infrastructures du village près de la côte comme ça, évidemment, il faut réagir assez rapidement. Manifestement, dans le cas ici, la réaction n'a pas été assez rapide. On a sous-estimé les taux d'érosion. Mais il faut bien comprendre que d'essayer d'arrêter ce processus-là, c'est illusoire. Illusoire. Avant même d'arriver à Chichmaref, Daniel Fortier savait que le combat était perdu d'avance. Le phénomène est inéluctable. Chaque jour, l'érosion s'accélère et touche la plupart des villages côtiers d'Alaska. Pour le glaciologue, il est impossible de se protéger efficacement. De toute façon, Chichmaref n'a pas les moyens. Le village est une toute petite communauté. 600 habitants qui vont devoir se résoudre à partir. Déménager, oui, mais pas à quelques dizaines de mètres de la côte, à plus de 40 km d'ici, sur le continent, à Tin Creek. C'est la première hypothèse. Nous sommes dans le bureau de Tony Waiwana. Daniel va tenter de dissuader Tony d'un tel déménagement. Pour lui, à Tin Creek, les problèmes seront tout aussi importants. Ce serait donc une grave erreur. Tony. How's it going? Good? I was looking at that map. J'étais en train de regarder cette carte. Et c'est Tin Creek, le site qui a été retenu. Hein? C'est l'endroit où vous allez déménager, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce que je pense, c'est qu'à cet endroit, l'état du pergélisol est effrayant. Parce que je ne suis pas un chasseur ni un pêcheur. Mais je parle simplement du pergélisol. Ici, le sol est stable. Mais à Tin Creek... Mais c'est sûr que si vous voulez aller pêcher, il faut parcourir 15 km environ. C'est peut-être un peu loin. Ouais, c'est peut-être un peu trop à l'intérieur des terres. Il reste encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'études à mener. Même si Tin Creek est l'endroit choisi, il y a d'autres sites plus près de l'eau qui seraient mieux pour accueillir le village. Mais tant que vous resterez près de l'eau, ça sera toujours problématique. En fait, toute la côte de Beaufort a le même type de pergélisol. C'est plein de petits lacs. Le sol contient plus de 50% de glace. C'est toujours un problème de construire dessus. Mais vous savez, si c'est bien construit, comme à Barrow, une grande ville au nord de l'Alaska, ça ira. Le problème reste l'érosion, quand on est trop près des côtes. Visiblement, les arguments du scientifique n'ont pas porté. Tony Waiwana fait comme s'il n'entendait rien. Daniel n'insiste pas. Le lendemain, nous retournons voir Tony. Il n'est pas plus loquace sur le futur déménagement. À notre arrivée, il préfère plaisanter sur les conséquences indirectes du réchauffement. Non, reste à côté de moi. Voilà. Vous savez, parce que les conditions climatiques ont changé, nous avons aussi changé notre style de vie. Beaucoup d'entre nous étaient des chasseurs. Mais maintenant, beaucoup d'entre nous ne sont plus que des amants. Plus tard, il nous avouera que le déménagement a déjà été accepté. Les habitants ont voté pour Tin Creek. Un vote à la majorité.
Il serait préférable que tout le monde parte. Quand? On a déjà commencé à remblayer la route. Et on espère commencer la construction des maisons dans 3 ans environ. Et après, on commencera à déménager. En attendant de déménager éventuellement à Tin Creek, Tony continue de préparer pour sa famille l'une des spécialités locales. Qu'est-ce que c'est, Tony? C'est une crème glacée esquimau. C'est à base de graisse de caribou et d'huile de phoque, mélangée avec du sucre, du lait et des baies d'érable. De l'autre côté du village, nous rencontrons Clara et Shelton. Ils s'apprêtent à partir. Il est 23 heures. Ils chargent leur motoneige. Ils vont passer quelques jours de l'autre côté du lagon, sur le continent. Pourtant, ils ne partent jamais l'esprit tranquille. On est inquiet, c'est sûr. Ils n'ont jamais mis de rochers pour protéger notre maison. Je ne sais pas pourquoi. Sur la plage, ils n'ont rien mis. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit. Ils n'ont rien mis derrière la maison. On va mieux comprendre la réaction de Clara en regardant où est située sa maison. C'est la bleue au fond. Elle aussi est sur le point de s'écrouler. À l'intérieur, dernier préparatif avant le départ en week-end. Clara plume les canards. Son mari, lui, veut nous montrer qu'il ne peut jamais oublier la menace. Elle est sous leurs yeux. On voit qu'on est tout près de l'océan. Il y avait une rue qui descendait par là et une grande colline. Il y avait aussi une maison en face de celle-ci. Et encore une autre, peut-être 300 mètres de l'autre côté de la rue. Je resterai dans cette maison jusqu'à ce qu'elle tombe. Je vais rester dans cette maison jusqu'à ce que je la perde. De toute façon, on ne pourra pas la bouger. Dans le village, tout le monde le sait, Shishmaref est condamné. Les scientifiques prévoient que l'île pourrait devenir inhabitable avant 2015. Malgré les réticences des plus anciens, le transfert de tout le village aura bien lieu. Le déménagement est programmé. Un défi pour toute la communauté inupiaq de Shishmaref. Déménager sans se perdre. Le dimanche, tout le monde se retrouve à l'église luthérienne. Un coup de pouce venu du ciel serait le bienvenu.
Mais ces prières des fidèles suffiront-elles pour réussir le déménagement à Tin Creek? Loin d'ici, à Washington, les autorités américaines refusent cette option. Trop cher. En fait, elles veulent transférer le village à Nome, à plus de 200 km d'ici. Pasteur Rob n'est ici que depuis quelques mois. Il arrive de Seattle. Ces derniers temps, toutes les conversations tournent autour de ce transfert. Tin Creek ou Nome? Comme tous les habitants, il s'interroge. J'ai quelques doutes concernant le déménagement à cause de l'argent. J'ai entendu parler de plus de 80 millions de dollars juste pour déménager le village. Et il leur faut trouver un lieu compatible avec le mode de vie des habitants. Quand les gens parlent de déménager, il faut juste leur rappeler qu'il s'agit d'une communauté qui se nourrit de ce qu'elle pêche ou chasse. Ils ont besoin d'être près de l'eau, de pouvoir mettre leur bateau à l'eau pour pêcher. Et être près des phoques, car quand le printemps arrive, ils vont chasser le grouk, le phoque barbu. Des réserves et des questions qui se bousculent. Que deviendront ces tombes? Les sépultures seront-elles transférées à Tin Creek ou à Nome? Personne ne le sait. Et que deviendront les traditions ancestrales? Il se peut qu'on doive partir un jour. C'est ce que j'ai entendu dire par les gens du village. Mais nous aimons notre île. On peut aller à la cueillette et quand on a du temps, on va sur la rivière Serpentine en bateau. À partir de maintenant, on va aussi pouvoir aller à la chasse aux phoques barbus et faire sécher la viande. Je suis née ici. Je suis née ici. Pour tous les habitants, sans exception, aller à Nome serait signer l'arrêt de mort de la culture inupiaq. Qu'en pensent les enfants de Shishmaref, eux qui sont les garants de ces liens communautaires? Plus tard, ils devront transmettre à leur tour les coutumes esquimaux. Lucie est l'une des institutrices du village. Elle appartient à la communauté inupiaq dont elle connaît la moindre coutume. Elle veut sensibiliser ses enfants aux dangers qui les menacent. Ce réchauffement climatique, objet d'une angoisse permanente. A-t-on beaucoup d'érosion sur nos plages? Oui. Oui, effectivement, on en a beaucoup. Que peut-on faire pour lutter contre? Bouger les maisons. Nous devons bouger toutes les maisons. OK. Donnez-moi les raisons pour lesquelles il serait préférable de déménager à Tin Creek. On pourrait perdre notre culture et nos valeurs. On pourrait perdre notre culture et nos valeurs. Que veux-tu dire par là? On ne pourrait plus chasser le phoque et ramasser des baies. Chasser le phoque, ramasser des baies. Oui, c'est bien. Shishmaref est une ville où l'alcool est interdit. On ne peut pas en importer ou en vendre. À Nome, il y a beaucoup de bars et cela pose beaucoup de problèmes. Et puis Nome n'est pas notre terre. Il n'y a pas d'endroit pour nous là-bas. Alors qu'ici, on peut cueillir des baies, chasser, pêcher. On peut aller partout sur nos terres. Si on va à Nome, on perdra tout ça. Pour Lucie, en cas de déménagement, les Inupiaq n'ont qu'une seule chance de conserver leur tradition. Rester à proximité de cette région. À ses yeux, Tin Creek est le seul endroit possible. Ailleurs, elle pense que ce mode de vie finirait par s'éteindre. Comme la majorité des habitants de Shishmaref, Lucie est très attachée à son île. Mais elle sait aussi qu'un jour ou l'autre, ils devront tous partir. Le temps et le climat jouent contre eux. Une preuve de plus, juste avant notre départ, le dégel arrive encore beaucoup trop tôt.
Avec le réchauffement climatique, ce sont tous les villages côtiers d'Alaska qui sont menacés de disparition. Et nous allons le constater. Retour dans la région des glaciers à l'intérieur des terres, à plus de 1000 km de Chichmaref. La fonte des glaces est aussi perceptible. C'est ici que l'on étudie le mieux le pergélisol. Nous sommes sur le glacier de Matanuska. Daniel Fortier, le glaciologue de l'Université d'Alaska, vient aussi ausculter cette région 2 fois par an. Il est accompagné d'un scientifique russe et de 2 étudiants. Première mission, choisir la meilleure parcelle du glacier, celle qui leur permettra d'obtenir le maximum d'informations sur le réchauffement de la planète. Durant cette sortie, Daniel fera une quinzaine de prélèvements. Aucun lieu n'est choisi au hasard. À chaque fois, il revient sur les traces de ses précédents passages. Son objectif, comparer et mesurer la quantité de glace dans le pergélisol. Donc, ce que tu aperçois ici, qui est noir à transparent, c'est la glace. Puis les bandes ici, ça, c'est le sédiment qui contient aussi de la glace. Puis on a des petits graviers à travers. Le pergélisol, autrefois, c'était considéré comme étant une couche qui était stable. Et là, avec le réchauffement du climat, ces zones-là qui sont près de zéro, qui contiennent de la glace, commencent à fondre, et puis là, ça tasse. Donc, toutes les infrastructures, comme les routes, ça pose des problèmes. Bon, des dépressions dans les routes, les chemins de fer qui peuvent à peine tolérer un tassement, parce que, évidemment, ça va dérailler. Donc, de plus en plus, on a des études qui font appel aux connaissances dans le pergélisol. Il y a 10 ans, le pergélisol n'intéressait personne. Aujourd'hui, ce sol gelé depuis des millénaires est au centre de toutes les études liées au réchauffement climatique dans le Grand Nord. Il y a des scientifiques qui essayent de quantifier ce que pourrait être la hausse de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires, associée avec l'expansion de l'eau. Et puis là, ça fait des hausses quand même assez marquées. Pas nécessairement dans un futur très rapproché, mais quand même. On parle de quelques mètres, là. Puis à ce moment-là, bon, il y a plusieurs populations qui sont bâties dans des régions basses qui vont être affectées là, très rapidement. Pour Misha, son collègue russe, ce n'est pas une surprise. Lui aussi connaît parfaitement les effets des hausses des températures sur ces sols gelés. Tout le monde sait que le réchauffement climatique est en cours. Et maintenant, il faut vraiment que l'on connaisse le taux et la structure de la glace dans le pergélisol. Surtout si ça continue de se réchauffer comme ça. C'est sûr que le pergélisol se réchauffe tout doucement. Mais même si on ne devrait pas s'en effrayer dans l'immédiat, le processus est en marche. C'est inéluctable. L'enjeu est de taille. Avec la fonte du pergélisol, c'est un territoire grand comme 27 fois la France qui se dérobe sous les pieds de 4 millions d'habitants. C'est l'Alaska qui s'enfonce. Pour Daniel et son équipe, la journée est terminée. Pourtant, sur la route du retour, Daniel tient à nous montrer une nouvelle conséquence de la fonte du pergélisol. Nous longeons l'une des plus grandes forêts des États-Unis. Une forêt défigurée. Des centaines d'arbres sont au sol, d'autres sont inclinés et penchent dans toutes les directions. En anglais, on appelle ça les drunken forests. C'est des arbres qui penchent, en fait, et puis on appelle ça aussi, on peut traduire les forêts ivres. Puis ça, c'est des arbres qui ont poussé sur un sol qui est gelé, donc le pergélisol. Et puis quand cette couche gelée-là se déstabilise, il y a du tassement, la glace fond, donc ça perd du volume, il y a du tassement. Puis là, à ce moment-là, les arbres commencent à pencher d'un côté et de l'autre. Ça arrive de façon naturelle.
Mais si on a un réchauffement climatique, ça va être accéléré. La fonte du pergélisol, la déstabilisation du pergélisol, en général, c'est problématique. Que ce soit pour tout ce qui est infrastructure, évidemment, mais même les écosystèmes, c'est quand même un gros changement. Des arbres couchés, des glaciers qui fondent par blocs et tombent à la mer, des villages qui disparaissent. Les températures ici montent plus vite qu'en n'importe quel autre endroit de la planète. L'Alaska est à l'avant-poste du changement climatique. Ironie du sort, les États-Unis, souvent montrés du doigt pour les dommages qu'ils causent à l'environnement, sont ici les victimes du réchauffement climatique. Une situation qui, pour le moment, ne change rien à leur comportement. Ils restent les premiers pollueurs au monde. À eux seuls, ils produisent toujours davantage d'émissions de gaz à effet de serre que l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Australie, le Japon et l'Asie réunis.